Bonjour Boris. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Boris, tu es député socialiste des Landes. Les Landes, c'est justement le sujet, ou plutôt les Landais, les habitants et les Landaises, les habitants et les habitantes des Landes. C'est le sujet d'un livre que tu viens de sortir aux éditions Odile Jacob, ça s'appelle En permanence, ces vies que je fais miennes. Tu dresses une série de portraits de personnes, de gens de ta circonscription. Je le dis parce que c'est assez rare lorsque des hommes et des femmes politiques écrivent des livres, c'est très bien écrit. En tout cas, moi, ça m'a énormément plu, ton écriture. D'ailleurs, ta vocation, tu dis que tu as pour ambition de faire une œuvre de littérature, alors pas au sens de fiction ou que sais-je, mais parce que tu as l'ambition des mots. Et c'est très heureux de le lire. Qu'est-ce que tu as voulu faire, au fond, avec ce livre? Est-ce que tu considères que rendre compte de la vie de ces gens en leur dressant des portraits, c'est ça aussi faire de la politique? D'abord, tu as raison de dire que rendre des comptes, c'est l'essence même de la politique. On parlait à un moment de la reddition des comptes. Et bien d'une certaine manière, il y a une forme de reddition des comptes. Et ce que j'ai le droit de dire pour commencer, que c'est un peu un acte égoïste, ce livre. C'est-à-dire que j'ai d'abord eu besoin de le faire pour moi-même. Dans un moment de grande confusion politique, de grand brouillard de l'époque, de tyrannie aussi, de l'immédiateté. C'est vrai qu'ici, à l'Assemblée nationale, quand on traverse la salle où sont les journalistes, on doit répondre en quelques minutes et prendre parti, surtout prendre parti, sans le temps même de la réflexion. Donc j'ai d'abord eu un besoin personnel d'un retour à l'essentiel, d'un retour aux choses humaines, de la politique à l'échelle humaine, alors à la fois à hauteur d'homme, mais à l'échelle humaine dans ce qu'il y a d'universel dans les portraits que je dresse. Quand tu dis rendre des comptes, il y a évidemment de ça, parce que ce dont je me suis aperçu dans l'espèce de disqualification qui frappe toutes celles et tous ceux qui font de la politique, et je crois que c'est assez bien partagé, quelle que soit sa sensibilité, il y a une question qui taraude tout le monde, c'est en fait tous les électeurs, c'est en fait qu'est-ce qu'ils savent de nos vies? Est-ce qu'ils nous comprennent? Est-ce qu'ils nous connaissent? Est-ce qu'ils savent nos difficultés? Est-ce qu'ils savent nos espoirs, nos envies? Tu te places du point de vue de l'électeur qui s'adresse aux politiques, pas du politique, qu'est-ce qu'il sait de nos vies? Oui, non, bien sûr. Je parle de celles et ceux qui tapent à la porte de ma permanence et qui parfois, pour certains d'entre eux, viennent et me disent « En fait, j'ai rien à vous demander, je veux juste vous dire comment ça se passe. Comment ça se passe quand on n'a pas de boulot, comment ça se passe quand on est le chef d'une toute petite entreprise et que on a des nœuds au ventre parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir payer les traites de son magasin. Et cette question-là, que savent-ils de nos vies? J'essaye d'y répondre d'une certaine manière dans une galerie de portraits. Alors tu disais c'est une œuvre littéraire. C'est toi qui le dis. Hein. Oui, c'est surtout dans la liberté que ça me donne. En effet, je ne voulais pas que ce soit un livre politique comme finalement on s'attend à en lire, mais quelque chose d'un peu un pas de côté, mais parce que j'ai le sentiment aussi que la politique manque de vérité, manque de sincérité, qu'elle parle que d'elle-même, et que là on offrait à la politique qui parle beaucoup un moment d'écoute. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est dans les premières pages. Tu dis, en gros, moi je suis un peu deux députés. Je suis le député à Paris qui va, par exemple, là en ce moment, travailler sur les questions du budget. Et puis, il y a le député des Landes qui est au chevet de ses habitants et de ses habitantes et qui est un assistant social. Tu sembles les dissocier complètement. Mais dans quelle mesure, quand même, les gens que tu rencontres, ce qu'ils te disent, ce qu'ils te transmettent, va pas aussi te servir en tant que député dans l'hémicycle lorsqu'il va s'agir de négocier le budget? Alors, je les dissocie et je les réconcilie, en réalité. Quand je les dissocie, je fais un peu la métaphore du train, parce que ma circonscription est dans le sud-ouest de la France, donc à 3h20. Voilà, 3h20 entre Paris et Dax. Et donc, je passe d'un monde à un autre. Je passe, on peut dire, des salons lambrissés et des moquettes épaisses des palais de la République et du palais Bourbon
à la rugosité de la terre d'argile de Chalosse chez moi, des cours de ferme et les couloirs d'EHPAD. Je passe au fond de la recherche de l'intérêt général qui est parfois dans une forme d'abstraction très principielle à la vérité brute des vies difficiles, l'intérêt général qui fait face à des intérêts particuliers que je ne disqualifie pas du tout. Mais la réconciliation, elle est dans le fait que je fais sève dans l'hémicycle de tout ce que j'ai vu, senti dans les Landes, dans ma permanence et sur le territoire. Et c'est là où est le point de réconciliation pour moi. C'est que je reviens sur le paradoxe du comédien. Est-ce qu'il faut, pour être un bon acteur, est-ce qu'il faut jouer de sang-froid, c'est-à-dire en prenant de la distance à son personnage, ou est-ce qu'il faut s'y impliquer corps et âme? Et ben moi, je ne vois pas d'autre façon d'être un bon député, en tout cas un pas trop mauvais député, qu'en me plongeant totalement dans la vie des autres, parce que c'est aussi un questionnement permanent sur la représentation, sur le vertige de la représentation. Et je sais bien la distance qu'il y a à ma vie, à celle des hommes et des femmes que je représente, des ouvriers de l'agroalimentaire, des aides-soignantes des EHPAD, des artisans des villages qui sont les miens. Et ben tout ça, c'est un apprentissage. Voilà, c'est une galerie de portraits, et j'ai presque envie de dire qu'il y a un petit côté roman d'apprentissage aussi. Tu fais mention au début de ton livre du score élevé du Rassemblement national en France en général, mais en particulier dans ta circonscription. Pourtant, cette question est relativement absente des pages et des portraits qui s'en suivent. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas voulu en parler? Est-ce que c'est parce que, genre, lorsque tu dresses des portraits, tu n'as pas forcément envie d'aborder cette question nécessairement avec tous les gens que tu rencontres? Pourquoi, en fait? Bon, d'abord parce que moi, j'ai écrit ce livre avant les dernières élections législatives. Donc j'ai fait une petite actualisation de l'introduction. C'est là où je parle du résultat des élections, de cette espèce de rappel à l'ordre que j'ai ressenti. Le soir de mon élection, je ne ressens pas de soulagement et encore moins de joie, mais un sentiment quand même d'abattement, de culpabilité. Et je le dis, 40 à 45% de gens qui votent pour le Rassemblement national, c'est nos voisins, c'est nos copains, c'est nos familles. Je les connais, je les apprécie, ils me connaissent, ils m'apprécient. Et pourtant, au moment de faire un choix dans les urnes, ils n'ont pas massivement choisi mon bulletin, même si je l'emporte. Et donc évidemment que ça appelle un certain nombre de questions. Mais j'ai écrit ce livre avant. J'ai écrit ce livre avant parce que j'avais déjà senti la nécessité de le faire, que j'avais par exemple vu les gilets jaunes dans ma permanence avant de les voir sur les ronds-points, que j'ai senti la colère dans ma permanence avant de la sentir et de la constater dans les urnes, et que je sens depuis longtemps qu'il y a un travail considérable à faire pour remonter la pente, pour réconcilier le pays avec lui-même d'abord. Et quand je dis réconcilier le pays avec lui-même, c'est parfois réconcilier les gens, pris individuellement, avec eux-mêmes. Mais les gens que tu interroges, même si tu l'as écrit avant effectivement les élections, la législative de 2024, la question du Rassemblement national n'était pas une question avant 2024 totalement étrangère, y compris à ton territoire. Non, c'est vrai. Elle n'était pas dans les proportions qu'on a connues lors des dernières élections législatives. Et puis, quand on tape à la porte de ma permanence, je ne demande pas si on a voté pour moi. Et je ne demande pas pour qui on a voté. Et je reçois tout le monde sans aucune exception. Et surtout, quel qu'en soit le motif. D'ailleurs, parfois, on ne me le dit pas et il se révèle quand les gens sont en face de moi. Et j'avais pas envie, j'essaie de le dire, en fait, on apprend à écouter sans juger. Et puis parfois, il faut être juge de soi-même. Donc pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on ne nous fait pas confiance? Pourquoi peut-être ce qu'on défend à Paris est à côté de la plaque de ce que attendent, je le dis là aussi avec brutalité, mais parce que la brutalité, c'est le coup de pied dans les fesses que je me donne et que je donne à chacune et chacun d'entre nous, et en particulier à gauche.
Le plus grand paradoxe dans ton livre, c'est quand on connaît un peu ton parcours. Toi, tu es un énarque, tu vois, donc tu as fait des grandes études, après tu as une belle carrière. Voilà, aujourd'hui, tu es député. Et quand là, les gens dont tu parles, c'est des gens qui n'ont pas eu accès à ces études, belles études que tu as faites, qui n'ont pas accès justement au palais Lambrissé parisien dans lequel tu évolues, et ce depuis longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas comme un paradoxe, en fait, que ça soit toi, Boris Vallaud, énarque, blablabla, tout ce que j'ai raconté, qui représente précisément un territoire avec les gens dont tu dresses les portraits. C'est souvent un questionnement que se posent les gens. Pourquoi ce seraient des énarques qui nous représenteraient, alors que nous, majoritairement, on n'est pas des CSP+. Bah, je vais te dire sincèrement, c'est aussi fort de ce constat que j'ai senti la nécessité absolue de me plonger, mais sans réserve et totalement dans des vies qui ne sont pas les miennes. Et être élu, c'est aussi une aventure humaine incroyable. Et je me dis que sans doute, j'aurais pas fait. Enfin, ma vie aurait été incomplète si elle n'avait pas croisé celle des femmes et de ces hommes dont je parle, avec lesquels tu as pu le constater. J'ai aussi noué des relations fortes, des relations d'amitié, et je suis fier de ces amitiés. Et je suis fier et heureux qu'elles soient possibles. En dépit, en effet, du fait que j'ai pas la même vie, j'ai pas le même parcours, mais franchement, comme on s'entend bien, comme on se comprend bien. Et voilà, c'est un enrichissement, et moi je mets pas de distance. À un moment donné, je le dis d'une certaine manière à rebours dans le bouquin, on a cette formule, on est tous à 5 poignées de main du président de la République. Et moi je me dis, mais le président de la République, il a combien de poignées de main des Français? Il est à combien de poignées de main de mon aide-soignante dont je parle? Il est à combien de poignées de main du fromager dont je parle? Et moi je veux être à une poignée de main, la mienne. Et je veux qu'on puisse se parler. Et quand dans le vertige de la représentation, il y a ça, être capable d'écouter sans être encombré de soi-même, sans être encombré de tout ce que tu décris et qui est une réalité absolue, que je ne récuse pas, je ne me flagelle pas, mais si j'en ai pas conscience, c'est un problème. Tu fais la description de ces personnages, tu décris aussi tes interactions avec eux, comme tu dis, il y a certains et certaines avec qui tu lis des relations d'amitié, d'autres avec qui tu veux garder plus de distance. D'ailleurs, à plusieurs moments, tu te poses la question en fait de cette distance que tu dois avoir avec les gens qui habitent ta circonscription. Mais qu'est-ce que tu fais avec eux concrètement? Je dis ça parce que souvent on a dans l'idée que l'objectif lorsqu'on est député, c'est aussi de ramener les gens dans sa section, en l'occurrence du Parti Socialiste, pour grossir les troupes, pour aussi participer de réflexions collectives sur les textes ensuite que tu vas étudier à l'Assemblée nationale, pour faire de la politique avec toi. Et c'est ça ma question, est-ce que tu considères que tous les gens que tu décris dans ton livre et que tu rencontres, ils font de la politique avec toi ou pas? Bon, alors d'abord, quand on vient me voir à ma permanence, j'essaie pas de refourguer les cartes du PS. Hein. Je voudrais rassurer ceux qui voudraient taper à ma porte. Ça arrive, hein. Bon, là en l'occurrence, c'est pas une officine de quoi que ce soit, même s'il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent j'ai envie de m'engager parce que j'aime bien ce que vous faites et tout ça, et j'en suis heureux. Et puis par ailleurs, je dis qu'il y a bien des façons de s'engager. Vous savez, je l'évoque aussi. Il y a des gens qui, quelles que soient les difficultés qui sont les leurs, trouvent quand même la disponibilité pour s'engager au comité des fêtes, être sur une liste municipale, etc., etc. Moi, je trouve ça absolument admirable. Quand tu évoques la distance que je mets parfois à certaines personnes, à certaines vies, c'est pour bien préciser les choses, pour pas qu'il y ait de malentendus. Je pense que par exemple, tu évoques à un moment donné, je reçois une dame qui est victime de violences conjugales. Et pour que je la croie, elle me met les certificats médicaux sous les yeux. Et en fait, je lui rends en disant, en fait, je vous crois, j'ai pas besoin de voir les certificats médicaux. Et elle me le redonne en me disant, si. Et le regarder, pour elle, c'est la croire. Donc je les regarde. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans la permanence,
Il peut arriver, en particulier quand il y a des relations qui sont suivies parce que les dossiers sont lourds, des barrières qui tombent, des confidences qui se font. Pour ça que je dis que parfois c'est un confessionnal. Et je me demande jusqu'à quel point j'ai le droit d'entendre ce que l'on me dit parfois de choses qui relèvent de l'intime. Voilà, les questions de santé sont pas les moindres. Il ne s'agit pas pour moi de mettre de la distance. Il s'agit simplement d'interroger cette confiance, en réalité, qu'on me fait parfois et qui est aussi une grande responsabilité. Alors la question, est-ce qu'ils font de la politique avec moi? Bah oui. En fait, ils font de la politique avec moi. Ils font de la politique avec moi parce qu'ils me nourrissent. Ils font de la politique avec moi parce que je décris des vies singulières, mais qui sont en fait des vies universelles. Parce que quand je fais le portrait de tel ou tel, d'un agriculteur par exemple, mais c'est parce que j'en ai vu des dizaines, des centaines qui me disent la même chose. Quand je fais le portrait d'une maman, d'un enfant en situation de handicap, c'est parce que sa vie, je l'ai vue d'une manière ou d'une autre à plusieurs reprises dans les interpellations qui me sont faites comme élu. La difficulté, après l'institut médico-éducatif, quand on devient un jeune majeur, à s'inventer une vie, à organiser la part d'autonomie que, malgré le handicap, ces jeunes ont et revendiquent. Ben ça, je ne l'ai pas vu une fois, je l'ai vu des dizaines de fois. Et donc, oui, ils font de la politique. J'allais dire, ces vies, elles sont remarquables, et elles sont pas seulement représentatives, ils sont les représentants. Dans le propos, les vies que je rapporte, ils sont les représentants. Bon. Et moi, c'est comme ça que je les accueille d'une certaine manière dans le travail qui est le mien. Est-ce que c'est pas un peu utopique ton livre est très joyeux, même s'il y a des moments qui sont très durs. Ce qu'il en ressort, c'est alors peut-être pas de la joie, mais de la puissance. C'est-à-dire de la puissance de vivre et de la puissance de vivre ensemble. Or, on le sait aussi, notre société est traversée par des choses qui sont pas que positives, par aussi des propositions et des projets de rejet de l'autre, de peur de l'autre, de la violence. Encore une fois, la violence est aussi présente dans ton livre, mais toujours du côté de la puissance. Comment est-ce que tu résous cette question-là? Parce que c'est souvent le portrait en fait qu'on fait de la France en disant oh là là, elle est en proie. Il y a ou bien d'un côté le racisme, de l'autre côté le terrorisme. Genre il y a les violences de tout type, absolument partout, les haines qui sont attisées. Toi, tu as voulu faire un contrepoint à ça. Dans quelle mesure t'en as conscience? Dans quelle mesure ça existe aussi chez tes habitants et tes habitantes des Landes? J'ai pas voulu que ce livre soit désespéré, soit désespérant, soit larmoyant. Et c'est vrai que chacun des portraits, il se termine en effet par une forme de puissance En fait, demain peut être mieux qu'aujourd'hui. Voilà. Mais c'est la conviction que j'ai. La grande leçon, et le grand paradoxe, c'est qu'à la fois on est un pays fracturé, divisé, où chacun semble défendre sa colère, qui est au seuil en effet d'un grand basculement vers une aventure qui peut être bien sombre avec l'extrême droite. Et dans le même temps, depuis que je suis élu, depuis 2017, j'ai le sentiment d'avoir rencontré que des gens bien, et essentiellement des gens bien, y compris quand ils m'expriment des rancœurs, des colères ou des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que moi-même, je ne suis pas désespéré. Je dis, tout n'est pas foutu, tout n'est pas à abattre, tout n'est pas à reconstruire, et tout est entre nos mains, et tout est entre leurs mains. Parce qu'il y a la solidarité nationale, qui est essentielle, imparfaite, c'est ce que je dis, mais il y a aussi les solidarités de voisinage, les solidarités villageoises, les solidarités familiales. On sait avec la part d'injustice que ça comporte, mais les gens sont quand même très généreux d'eux-mêmes. Mais d'une certaine manière, la solitude est quelque chose qui traverse notre société. La solitude, c'est pas forcément tout seul, mais c'est les lieux de rencontre, les possibilités de rencontre, donc les possibilités de compréhension de l'autre. Et je crois qu'on a en réalité tous les ingrédients pour avoir un projet politique qui se fonde sur un objectif qui est une France réconciliée, la réconciliation des Français entre eux, des urbains et des ruraux, ça traverse quand même mon bouquin, parce qu'il y a le sentiment quand même d'une domination culturelle d'une France sur une autre, des générations, des hommes, des femmes,
mais parfois des réconciliations des Français avec eux-mêmes. C'est-à-dire que parfois, la question de la dignité aussi, elle est posée. Je le dis souvent quand je parle de ce livre, il y a un portrait où la dame est reconnaissable, donc je lui fais lire. Et je lui dis, voilà, j'ai fait un portrait de vous. Et elle me dit, donc je lui explique, elle me dit, mais pourquoi moi je ne suis pas intéressante? Je dis, pourquoi pas intéressante? Je dis, mais je n'ai pas le droit de dire ça. Vous êtes aide-soignante dans un EHPAD, vous aimez votre métier, vous le faites bien. En tout cas, vous voudriez bien le faire, mais vous avez le sentiment de moins bien le faire parce que vos bras vous échappent et que l'EHPAD manque de bras. Je dis non. Et je lui ai porté la semaine dernière le bouquin. Et c'était un énorme moment d'émotion. Voilà. Donc c'est la reddition des comptes, c'est la reconnaissance de l'égale dignité, c'est ce qu'il y a de la part d'universel en chacun de nous et qui fait que on peut avoir fait l'ENA et fréquenter les couloirs des ministères et se trouver parfaitement bien, à l'aise et dans une fraternité non feinte avec des gens qui ont d'autres vies. J'ai une dernière question, Boris. Est-ce que cette façon d'envisager la France et les Français et les Françaises, tu la penses partagée par tes collègues à gauche? On sait que il y a des divergences stratégiques sur la façon dont il faudrait précisément envisager la façon dont on fait de la politique. Je prends par exemple récemment François Ruffin a lui aussi commis un livre dans lequel il exprime, lui, sa façon de voir les gens. Alors, il parle des gens de sa circonscription, exactement comme toi, mais lui, dans une opposition à une autre stratégie qui serait celle de la direction de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, qui ciblerait d'autres gens, notamment en quartier, en périphérie des métropoles. Est-ce que cette façon de s'opposer, d'opposer leur stratégie, bon, c'est pas dans ton parti, hein, c'est à la France Insoumise, mais est-ce que ça te parle? Est-ce que ça résonne avec ton livre? Est-ce que tu as envie de choisir le camp de François Ruffin ou plutôt celui de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que chez les Verts ou au Parti communiste, tu penses qu'ils se posent les mêmes questions que toi? J'espère qu'ils se posent les mêmes questions que moi. Pas forcément. Parce que je ne suis pas le seul à recevoir dans ma permanence, heureusement. Même si, à En Marche, en 2017, on nous expliquait qu'il n'y avait pas de permanence et que je me souviens d'une collègue députée à peine élue me disant « mais moi je ne suis pas travailleur social » et refusant de recevoir des gens qui demandaient des choses. Mais tu reçois tout le monde. Moi, dans le moment dans lequel nous vivons, je suis à peu près convaincu qu'on a besoin de machines à coudre, à recoudre le pays, à recoudre la société. Qu'on ne manque pas de force de la division dans tous les sens et qu'il faut y résister à toute force. Parce que les premières victimes de cette division-là, c'est les Français eux-mêmes. Et quand je parle d'une France réconciliée, c'est évidemment la réconciliation des urbains et des ruraux. D'une certaine manière, celle des bourgs et des tours, je la constate. Et je la trouve loin d'être irrémédiable et je la trouve surtout infertile. Bon, moi j'aspire à une France réconciliée. Et dans la réconciliation, France tout entière. Oui, mais il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Voilà, il y a tout le monde. Et qu'on vienne d'arriver ou qu'on soit là depuis 6 générations, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on habite les villes et les campagnes. Et il y a les outils de cette France réconciliée. Le service public est l'outil principal de cette réconciliation. Moi, je pense évidemment à l'école. Dans l'élan, il y a quelque chose qu'on cultive, auquel je tiens, qui est une certaine façon de vivre ensemble. On fréquente les mêmes écoles. C'est sans doute un privilège compte tenu de ce qu'est notre géographie. On fréquente les mêmes clubs de basket, les mêmes écoles de musique, on supporte les mêmes équipes de rugby, et puis on va même dans les mêmes EHPAD. Parce qu'il n'y a pas d'EHPAD à but lucratif dans mon département. C'est un choix politique ancien. Et bien cette façon d'être fraternel, cette façon d'être universel en acte, pour moi, c'est un projet politique. Je dis, c'est un peu la conclusion de mon livre et que je livre sans naïveté. Je pense que la fraternité est un projet politique. Que c'est le seul qui permet de sortir les individus, chacun d'entre nous, de l'isolement dans lequel une société libérale nous plonge. Nous atomise au sens étymologique du terme, nous réduit à l'état d'atome
les uns à côté des autres, là où moi j'aspire à ce que nous soyons ensemble. Et franchement, quelle puissance, quelle force que d'être ensemble. Quelle puissance et quelle force que d'être une France réconciliée. Il y a les outils, j'ai parlé de l'école, il y a les lieux, réinvestir l'espace public, la politique culturelle et sportive, ça c'est quelque chose de puissant. Je dis toujours avec un brin d'excès, je l'ai encore fait ce matin, un des plus grands actes de politique culturelle de ces dernières années, c'est d'avoir mis des pianos dans les gares. Vous prenez le Thalys pour aller à Londres, ou vous prenez un train de grande banlieue pour rentrer chez vous, vous vous arrêtez à côté du piano. Et puis vous avez celui qui a pris des cours de piano au conservatoire du coin, dans des cours particuliers, vous avez celui qui l'a appris sur TikTok en regardant. Eh bien c'est extraordinaire, voilà. Et ça, quand on est un homme politique ou une femme politique, la façon de faire et la façon d'être sont intrinsèquement liées. Et ce livre, j'ai dit ça déjà au début, c'est un acte égoïste. Ouais, je l'ai écrit pour moi-même. D'abord pour essayer de réconcilier les Français, j'y arrive un peu avec la politique, mais c'est moi-même de me réconcilier avec la politique. Parce que les matins, on doute. Et t'as réussi? Ben, c'est pas mal. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça fonctionne pas mal. Ça fonctionne pas mal parce que, en fait, ce livre, j'y tiens par les gens qui y sont. Et il n'y a pas de truc fin, quoi. Vraiment, il n'y a pas de truc fin quand je fais lire un portrait et puis qu'on me rappelle en me disant tu m'as fait pleurer. T'as réussi. Je sais pas si j'ai réussi, mais ça me touche. En tout cas, merci beaucoup Boris, et j'invite tout le monde à lire ce... Merci beaucoup Boris. Merci beaucoup.